16 ans. Décrivez-nous un peu ce que c'est d'être infirmier en psychiatrie. Alors infirmier en psychiatrie, aujourd'hui c'est de grosses difficultés à pouvoir prendre en charge les patients par manque de présence médicale notamment. Sur le site de Sainte-Anne, la psychiatrie montoise, on a à peu près, je pense, 7 psychiatres présents sur les 18 qu'on devrait avoir. Donc ça veut dire qu'on a quand même du mal à pouvoir assurer des entretiens réguliers avec les patients quand ils doivent voir des médecins. Et derrière, ça veut dire aussi que quand les patients sortent de l'hôpital, ça ne leur permet pas d'avoir des rendez-vous rapides avec les psychiatres publics de l'hôpital pour pouvoir continuer la prise en charge. Ce qui pose quand même question quand on sait que les patients qui sortent, ils sortent quand même stabilisés mais pas totalement rétablis. Donc il est quand même important de pouvoir maintenir ce suivi. Et quand les rendez-vous seront à 4 ou 6 mois, comme ça peut arriver, ça pose question parce que ça met en péril tout ce qui a été fait avant et quelque part ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des risques de rechute. Ça doit être assez difficile de voir ça en tant que professionnel, une situation comme ça au niveau des patients. Ouais, alors c'est difficile parce que moi j'ai eu l'occasion de connaître autre chose quand même quand j'ai débuté. Donc c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on avait vraiment suffisamment de psychiatres pour faire tourner les services en intra-hospitalier et les hôpitaux de jour qui sont un petit peu répartis sur tout le territoire landais. Et c'est vrai qu'on ne ressentait pas du tout ce manque et du coup nous ça ne nous posait pas de soucis particuliers dans les services parce que la réalité aujourd'hui c'est que quand un patient nous dit qu'il ne va pas bien et qu'il doit voir un médecin, un psychiatre, des fois on n'est pas en capacité de lui dire quand est-ce que le psychiatre va venir parce qu'on ne sait pas s'il y en a un qui va venir dans la journée ou même le lendemain parce qu'ils doivent se partager les pauvres entre plusieurs services et là c'est là où ça devient compliqué. Et ça c'est dû à quoi selon vous ? Le manque d'attractivité, le fait que la discipline de la psychiatrie a été laissée à l'abandon depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs. Il n'y a eu absolument aucun plan d'attractivité pour la psychiatrie et donc aujourd'hui c'est une petite mort lente qui s'est opérée par nos gouvernants. Et sans parler de psychiatrie, mais l'hôpital en général, parce que je suppose qu'il n'y a pas que la psychiatrie qui est touchée. Non, mais tous les services sont touchés, toutes les spécialités. Vous arrivez aux urgences, c'est la même chose. Faute de lit, vous allez vous retrouver avec des patients qui vont s'entasser sur des brancards. Alors c'est vrai qu'on pensait que ça arrivait surtout sur les grands hôpitaux, pas forcément à Mont-de-Marsan, et puis on se rend bien compte au fil des mois qui passent, et ça s'est certainement un peu accéléré depuis le Covid, qu'effectivement il y a de plus en plus de patients qui s'entassent sur des brancards, il y a aussi des patients qui décèdent sur des brancards, faute de pouvoir leur trouver des lits, des chambres où ils peuvent faire leur prise en charge ou finir leur jour dignement. Donc ça arrive aux urgences et puis... les urgences, c'est pas aussi les gens qui viennent aux urgences un peu pour tout et n'importe quoi ? Ouais, alors ça c'est un bruit qui a beaucoup couru et en fin de compte il y a eu quelques études qui ont été menées il n'y a pas si longtemps que ça et on se rend compte que la bobologie c'est pas forcément ce qui impacte le plus les services des urgences. Enfin ceux qui sont aujourd'hui sur des attentes couchées comme on dit, donc sur des brancards au milieu des autres, c'est pas ceux qui viennent juste pour de suture au bout du doigt faire. Il y a quand même, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les usagers et la population. Si à la base il y a un problème au niveau des urgences, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a plus donné les moyens à l'hôpital pour qu'ils puissent hospitaliser ceux qui ont réellement besoin de soins. Aujourd'hui, il nous manque, il y a à peu près une soixantaine de lits qui ont fermé sur le général et sur la gériatrie. Si ces lits étaient ouverts avec du personnel médical et paramédical, on ne se poserait pas la question de savoir si les urgences sont engorgées ou pas. Elles seraient désengorgées parce qu'on pourrait mettre les patients ailleurs. Pourtant la santé c'est quand même le plus important. Pourquoi est-ce que vous êtes délaissé comme ça selon vous ? Écoutez, il n'y a qu'à regarder un petit peu les investissements qui sont faits par Macron et son gouvernement. Il y a à peu près plus de 400 milliards de budget pour les armées. Il n'y a pas 400 milliards de budget pour les hôpitaux publics, pour la psychiatrie, pour la gériatrie. Donc je crois qu'il faut regarder un petit peu quelles sont les priorités tout simplement. Et les priorités de Macron ne sont pas les priorités des fonctionnaires. Je crois que ça fait un moment qu'il a montré. Le fait qu'il n'y ait pas de revalorisation salariale digne de ce nom dans la fonction publique, ça montre aussi que sa priorité, c'est pas du tout de reconnaître le travail qui est fait par les fonctionnaires. Et sa priorité non plus, c'est pas que la population française soit bien soignée, sinon on n'en serait pas là. C'est un des 3 regroupements.
Oui, parce que là-bas, on a besoin des spots. Travail de qualité. Te culpabilise, t'infantilise, fais tu vois. Vraiment. Là, C'est posé sur un béton. Bataille de drapeaux en direct. C'est une guerre fratricide là. Déjà connais pas C'est violent. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de secrétaires qui sont devant les tribunaux. Hein. Alors il y a un autre cortège, donc ceux qui étaient à la caserne là-bas, qui attendent les collègues. Un des deux autres rassemblements qui est déjà là-bas. Voilà. Jonction de deux rassemblements. Et normalement, il y en a un autre rassemblement qui arrivera devant la préfecture. Jonction. Ça y est, ils sont partis devant. Ah, c'est une banderole multimanif. Extrême droite d'un côté. Vous avez démarré en suivant là. Ouais. Vous c'était les territoriaux alors. Ouais. C'est ça. Et là-bas il y a la finance publique. Normalement oui. Ouais. C'est devant l'hôpital. Et ils attendent avec le café là. Ah oui, il y en a qui défilent. Hein. Voilà, jonction, ça y est. On a applaudi, ça y est. Ah, vous avez défilé. On est des stars. Il y en a qui ont pas marché, pas beaucoup. Mais il y en a du rose ici. Il y en a du rose. Ça manquait de rose par là. À la santé et moins de rose. Hein. Bon ben de la part de l'intersyndicale, on vous adresse déjà un grand merci d'avoir répondu à la mobilisation. Alors on vous avait promis le soleil, on vous l'a apporté. Et là on va aller donc en délégation
poser les revendications auprès de la préfète. Alors on vous promet, ça ne va pas durer longtemps parce que pour nous, le plus important, c'est de revenir vers vous, de vous raconter vite fait et de partager cette journée de mobilisation qui est déjà une réussite dans les Landes. On va se dépêcher, à tout de suite. Meilleur moment de passer ce temps-là avec la préfète, mais il faut y aller. Déjà, vous pouvez être rassurés parce que on sait que les ministères sont très attachés aux agents des services publics. Et nous, plutôt que des actes, on voudrait des preuves. Plutôt que des paroles, pardon, on voudrait des preuves. Et on peut être aussi rassuré car le nombre d'agents dans certains ministères augmente. En fait, oui, le ministère de l'Intérieur, c'est là qu'il y a plus d'agents. Enfin, quand on regarde les forces de police qui nous ont encadrés ce matin, moi j'ai un agent au collège des Arènes qui est venu me voir en me disant vous pourrez sécuriser les voitures qui arrivent là parce qu'on est que deux avec mon collègue. Donc finalement, c'est du flanc. On a pu parler, à défaut d'être entendu ou écouté, on a quelqu'un en face, ce qu'ils appellent du dialogue social. Mais bon, on a rappelé nos revendications dans les 3 fonctions publiques. Voilà, nous pour la partie éducation, on a fait un focus sur la voie pro. On a fait un focus sur le choc des salaires attendus. Aucune réponse sur les rémunérations. Vraiment, l'année blanche, elle est prévue d'un point de vue rémunération. Aucun retour. Et voilà, on a pu aussi rappeler le vote contre de tous les partenaires de l'éducation lors des CDEN, ce qui montre vraiment un entêtement ministériel fort sur des politiques régressives pour notre éducation. Voilà, merci à vous. Oui, ce qui est quand même remarquable dans le discours préfectoral uniformisé au niveau national, parce que de notre point de vue, elle avait un message à donner et c'est tout. Ce message, Nico l'a rappelé, mais je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. C'est que dans toutes les interventions qu'on a faites, qu'elles soient en relation avec nos secteurs professionnels ou d'un point de vue plus général sur l'ensemble des 3 fonctions publiques, on a abordé 2 sujets, en gros, conditions de travail, emploi et rémunération, considération. Et bien dans sa réponse, moi je ne dirais que ça, dans sa réponse, elle a répondu « Mais on peut discuter des réformes », mais elle n'a même pas eu un demi-mot sur la question des rémunérations. Alors qu'on avait posé, plus globalement, la question de la répartition des richesses, en disant très clairement, aujourd'hui, il y a un double problème par rapport à la répartition des richesses, c'est que d'un côté, il n'y a pas de moyens qui sont alloués correctement aux 3 fonctions publiques pour fonctionner, et répartition des richesses aussi défaillante en matière de rémunération, de considération des personnels des 3 fonctions publiques. Et bien là-dessus, alors qu'elle est très ouverte au dialogue social, elle ne veut pas en parler, tout simplement. Elle refuse, c'est le blackout total sur les rémunérations. Donc ça veut bien dire qu'il y a une consigne gouvernementale sur ce sujet-là. Donc ça veut bien dire que le 19 mars, c'est une première journée et qu'il y en aura d'autres. Juste pour rappeler que si pour Madame la Préfète tout va à peu près bien, il faut le rappeler, il y a un séminaire qui a eu lieu dernièrement dont elle a parlé où les 2 axes ont été l'école et la santé. Donc quand ce gouvernement a des axes, moi j'ai tendance à serrer les fesses et je voudrais simplement rappeler que dans la question salariale, pour un professeur des écoles du 11e échelon, l'indice majoré 678. Donc catégorie A, c'est 951,23 € de perte mensuelle depuis
l'an 2000. Pour une catégorie B, 13e échelon, c'est 712 € par mois de perte mensuelle. Et pour une catégorie C, dont je vous rappelle que cette catégorie qui est à peine au-dessus du SMIC pendant 3 ou 4 échelons et qui a quand même une progression de carrière de 142 € sur toute la carrière. Hein. Donc eux, c'est 542 € de moins par mois, c'est-à-dire l'équivalent des 27% perdus depuis l'an 2000. Donc oui, il y a un véritable déclassement social des fonctionnaires, qu'ils soient hospitaliers, territoriaux ou d'État, et ça commence à se voir, et c'était pour ça qu'on en était là aujourd'hui. Nous avons également insisté sur la titularisation des contractuels, donc un sujet aussi important. Hein. Beaucoup de personnes donc, qui sont sous-payées, pour ne pas dire autre chose, hein, donc contractuels, AESH, AED, etc. On a insisté également sur, Nicolas l'a rappelé, sur les lycées professionnels. Ce ne sont pas des sous-lycéens, c'est le tiers des lycéens. On a besoin de plus d'écoles et pas plus d'entreprises, pas plus de patrons. On a besoin de plus d'écoles, plus d'argent pour l'école. On a insisté sur tous ces sujets-là. Oui, alors, pour l'hôpital, effectivement, on a quand même rappelé aussi qu'en dehors des revalorisations salariales, ce qui est important, c'est quand même aussi de prouver, de montrer que tout ce qui n'est pas fait par ce gouvernement et au niveau du premier quinquennat de Macron, mais ça a des conséquences dans nos services hospitaliers, dans tous les services de soins en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnels soignants, techniques, administratifs qui souffrent réellement de ces mauvaises conditions de travail, qui souffrent de ne pas faire un travail de qualité, et également il y a une baisse de la qualité des soins. Donc je trouvais plutôt intéressant de lui rappeler, de lui lire les témoignages de pas mal d'agents qui nous disent qu'ils sont vraiment au bord du burn-out, qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à faire un travail de qualité à l'hôpital. Je trouvais intéressant de lui renvoyer que elle nous a fait une petite anecdote en nous disant qu'elle avait été bien prise en charge aux urgences. Donc je lui ai rappelé que même aux urgences de Mont-de-Marsan, comme partout en France, il y a des gens qui crèvent sur des brancards, quoi. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit quelque chose qui soit à monter sur un piédestal de la part de ce gouvernement. Alors d'un côté, ils nous disent qu'il y a un axe de travail et d'amélioration qui est la santé, et de l'autre côté, il n'y a jamais une prise de parole de la part de ces responsables du gouvernement pour dire qu'effectivement c'est dégueulasse de mourir sur un brancard, parce que c'est pas du fait du personnel. Le personnel, il fait ce qu'il peut, il n'a pas les moyens de faire mieux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est celle-là. Et donc moi, je vous encourage vraiment à renvoyer systématiquement auprès de vos proches, auprès de vos voisins, auprès de vos responsables et auprès de tout le monde qu'aujourd'hui, on crève comme des chiens à l'hôpital, sur des brancards, et que le personnel de santé, soignant, technique, administratif, il perd sa santé à essayer de réparer celle des autres. Voilà. En fait, je vais faire la liaison avec mon camarade. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait... oui, ce que j'ai retenu, en fait, c'est que le président Macron va mettre beaucoup l'accent sur l'éducation nationale et sur l'hôpital. Et que la fonction publique, oui, on est très, très, très engagé. D'accord. Donc moi, je suis fonction publique hospitalière. Et elle a parlé du numerus clausus. Bah, les autres, elle n'en a pas trop parlé. Donc en fait, moi j'avais préparé un discours, donc je vais vous le lire. Et voilà. Donc l'hôpital public est à bout de souffle. Dans les Landes comme ailleurs, le constat est sans appel. La souffrance au travail, conditions de travail dégradées, des personnels fortement sollicités avec des heures supplémentaires qui s'accumulent et que l'institution ne peut plus payer. Des patients, des usagers, vous, nous tous, contraires à des attentes interminables, des actes reprogrammés, déprogrammés, de la maltraitance institutionnalisée. Mars 1944, adoption du programme du Conseil national de la résistance. Pour nos acquis, pour nos droits, pour nos libertés, 80 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, plus que jamais, défendons-les. Avec 30 milliards d'économies prévues sur le budget
sur le budget de l'État pour 2024 et 2025, comment dans ce contexte le ministre Guerini peut-il continuer d'annoncer une grande loi qui doit revoir le déroulement des catégories, le déroulement des carrières, les grilles des catégories A, B et C. Beaucoup sont en catégorie C dans la fonction publique. Les catégories A et B, il y en a, mais en C, il y en a beaucoup. Rattraper l'inflation, augmenter le point d'indice, ça, on ne sait pas. Tout simplement parce que ce projet de loi, il ne le fera pas. Et qu'il cherche à nous tromper, à nous amener dans une pseudo-négociation pour valider le travail au mérite, mettre en place la semaine à 4 jours sans réduction du temps de travail, revoir les dispositifs de la formation continue, le logement social, l'égalité femmes-hommes. Dans l'esprit du gouvernement, les services publics et les agents de la fonction publique sont clairement redevenus une mauvaise charge pour l'État. Nous rendons service, nous ne sommes pas une charge. Fini les enseignements tirés de la crise Covid. Fini les applaudissements à 20h. Fini les discours de remerciements. Maintenant, il faut passer au tiroir caisse, procéder au remboursement et restituer les sommes investies dans le quoi qu'il en coûte. Force ouvrière n'acceptera jamais que les agents de la fonction publique soient une nouvelle fois utilisés comme variable d'ajustement des budgets de l'État. Alors qu'au même moment, ce même gouvernement continue de verser aux grandes entreprises 167 milliards d'aides sans aucune contrepartie et aucun contrôle. Notre détermination est grande au regard des non-réponses de ce gouvernement sur les salaires, nos carrières, nos conditions de travail, les effectifs dans les EHPAD, les hôpitaux et toutes les autres fonctions publiques. Ne nous laissons pas faire et revendiquons des conditions de travail simplement décentes et une juste rémunération. Merci. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est nous applaudir quand même et repartir les uns chez les autres. Ah, est-ce que... Oui. Oui. On a le temps. Donc, CGT, fonction publique territoriale. L'une de nos revendications est le point d'indice à 6 €. Et nous le méritons toutes et tous. Le point d'indice à 6 €, c'est un traitement de base en début de carrière à 2200 € par mois. N'est-elle pas là la véritable attractivité de la fonction publique? Rémunération et carrière au mérite. Voici les nouvelles facilités pour licencier des agents et d'imposer des mesures d'individualisation. 5 ans après la loi dite de transformation de la fonction publique, le nouveau projet de loi du ministre Guerini annonce une nouvelle aggravation des conditions de travail des fonctionnaires. Aux Jeux Olympiques de la déréglementation, Macron, Attal et Guerini sont médailles d'or, toutes catégories confondues. Mais cet or-là a surtout l'aspect d'un vieux morceau de métal rouillé. Au nom de l'attractivité de la fonction publique, ils ont décidé maintien du gel du point d'indice, d'en finir avec les règles collectives de gestion des personnels et préfèrent individualiser, différencier, diviser les agents. Au nom de l'attractivité de la fonction publique, ils veulent instituer des droits différents, multiplier les mesures à la tête du client, sous couvert du leur méritocratie. Rien de tel pour aggraver la souffrance au travail, les risques psychosociaux, la concurrence entre les agents, les salariés, les contractuels et même les intérimaires. Au nom de l'attractivité de la fonction publique, ils veulent en finir avec la rigidité du statut. Ce que sont les rigidités pour les employeurs de nos collectivités, c'est au contraire pour nous ce qui nous protège de l'arbitraire, des injonctions, du management autoritaire. Le statut, c'est ce qui garantit l'indépendance des agents et des missions face au capital et protège le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas du service public. Au nom de l'attractivité, sans doute, Gabriel Attal prétend vouloir désmicardiser le pays, qu'il commence déjà par dégeler le point d'indice et rattraper tout ce qui a été voté depuis le début du GIEC. Notre organisation syndicale
rappelle que 20% des personnels ont des traitements compris entre le SMIC et seulement plus 10% du SMIC. Liquidation de nos droits collectifs et dans le même temps, par un décret publié le 22 février dernier, le pouvoir exécutif vient d'acter de nouvelles coupes budgétaires d'un montant de 10 milliards d'euros. Pour rendre nos filières, nos carrières et nos métiers attractifs, il faut augmenter nos traitements et salaires, nous garantir une progression significative entre le début et la fin de carrière, recruter, former des agents. C'est comme cela que l'on pourra répondre aux besoins de nos usagers et usagères. Mais certainement pas avec la nouvelle loi Guerini sur la fonction publique. Il n'y a pas d'argent, nous dit-on. Une nouvelle coupe de 10 milliards dans le budget. Et que fait-on des 413 milliards pour la guerre, des milliards de bénéfices du CAC 40, des milliards d'aides aux entreprises qui fondent dans la spéculation? Nous disons, ça suffit, rendez l'argent. Mettez le moyen pour nos services publics, nous prenons nos responsabilités, prenez les vôtres. Les agents de la fonction publique territoriale ne doivent plus se considérer comme étant des sous-fonctionnaires. Nous ne devons plus être à rebours des décisions d'État. Il est temps d'arrêter de se cacher derrière la libre administration des collectivités. Petit jouet que bon nombre de nos patrons élus ont redécouvert lors de la crise sanitaire. Le patriarcat n'a plus sa place dans nos collectivités. Le gouvernement, par le biais de la préfecture des Landes, a rendu obligatoire la loi destructrice de la fonction publique, comme l'augmentation du temps de travail, et la plupart des élus acquiescent. Mais lorsqu'il s'agit de rajouter un peu de beurre dans les épinards, avec la prime pouvoir d'achat, là, comme par hasard, la libre administration réapparaît. L'État ne peut pas jouer constamment à ce jeu-là, et nos patrons ne peuvent pas continuer à se couvrir sur ce principe. Chers élus, et on est devant le conseil départemental, ça tombe bien, vous qui avez encore le sens du service public soi-disant, chers élus qui ne considérez pas les agents comme un coût, mais bel et bien comme une plus-value, réclamez aussi votre dû. À l'image des paysans et des paysannes, ceux et celles... Les 413 milliards là. Donc les paysans et les paysannes, ceux et celles qui voudraient vivre de leur travail, pas les grands patrons de l'agroalimentaire, ont montré par leur détermination, par leur blocage, qu'il est possible de se faire entendre. Et leur prix plancher, avec un revenu minimum garanti, ce n'est autre que notre point d'indice à 6 €. Alors, chers collègues, chers camarades, il est temps de réclamer, de revendiquer, enfin, le point d'indice à 6 €, la prime pouvoir d'achat obligatoire également pour les agents de la territoriale, de réaffirmer notre rejet de la loi dite de transformation de la fonction publique et d'être contre le nouveau projet Guerini.